ajouter de l'emballage, une étiquette, un dessin, des couleurs. Il était prêt alors à s'attaquer à l'univers de nos yaourts occidentaux. Et puis, ça fait des millions. Et voilà, par contre, j'ai pas changé le métier. Ainsi, avec Kid, il s'agissait de frapper un grand coup auprès des enfants, les séduire en changeant le nom de la marque et surtout les attirer par un pot bleu vif qui n'évoquait plus ni les yaourts ni les fruits. Mais il y avait un risque que les mères qui achètent n'acceptent pas ces bouleversements. Est-ce que les ventes ont été modifiées immédiatement ou pas ? Les ventes n'ont pas été modifiées immédiatement. Au début, on n'a pas eu de progression sensible. Cette progression, on l'a enregistrée dans la durée. Et entre le moment où le produit a été lancé, c'est-à-dire il y a maintenant 2 ans et demi, et nos ventes d'aujourd'hui, on a multiplié par 2 le chiffre d'affaires de Danone Kid. Au revoir les amis, je vous confie à mon cousin Quickie. Et attention, Nesquik! Cette publicité de Nestlé n'est pas comme les autres. Elle vise principalement à annoncer aux petits Français la disparition sur les emballages du personnage Gros Quick. Désormais, dans toute l'Europe, c'est le lapin Quickie qui a la vedette. Adieu donc aux Français Gros Quick, sacrifiés sur l'autel européen. Gros Quick est disparu parce qu'on cherchait une sorte de standardisation avec ce bonnet que vous trouvez ici. Le Gros Quick était aussi un personnage sympathique, mais dans l'Europe où les frontières disparaissent, on peut pas. Il y a pas 2 Mickey Mouse, il y a un Mickey Mouse. Où il y a tous ces personnages que les enfants aiment tellement. On sait que les enfants aiment un lapin. Il faut le standardiser. Et vous êtes sûr que les enfants de tous les pays d'Europe aiment bien les lapins? Là, on peut dire qu'on est sûr parce que certainement, les connaissances qu'on a des marchés, on sait qu'un enfant italien, un enfant suédois, ils ont les mêmes besoins, ils ont le même besoin de plaisir et de sympathie. Et le lapin, c'est un animal sympathique. Pour une multinationale comme Nestlé, qui vend son Nescafé aussi bien au Japon qu'en Italie, en France ou aux États-Unis, le message de l'emballage doit être universel. Mais il doit aussi respecter les goûts spécifiques à chaque pays. D'où une stratégie qui a toute la finesse de l'arôme d'un café, avec un signe de reconnaissance mondiale autour d'une tasse rouge, et des différences subtiles dans la présentation du produit. La particularité de Nescafé, c'est qu'on a le même graphisme. La tasse rouge, vous trouvez partout, la marque partout, mais on peut donner des messages légèrement différents entre un emballage français où on montre qu'il y a des arabica, on montre ici en Grèce qu'on boit le café froid aussi, et ici on dit gusto forte parce que vous savez que les Italiens, il faut que la tasse est petite et ça doit être vraiment fort comme goût. Et la Suède, par exemple, on montre que c'est une torréfaction moyenne parce que ça, c'est l'habitude de boire le café en Suède. Le consommateur ne peut jamais se contenter de produits qui sont communs à tout le monde. Pour certains produits, c'est tout à fait d'accord et ça ne pose pas de problème, mais pour d'autres produits, il a besoin de se singulariser. Et on se singularise, on marque aussi son territoire par ses propres produits, par les produits qu'on achète. Dans le sac d'une femme, vous avez des produits qui lui appartiennent. Et ça en dit très long sur ses habitudes, sur ses mœurs, sur son style de vie. Parisien un peu. Parisien. Ouais. Une mercerie aussi. Oui, une mercerie avec les petits boutons peints. Cinéma. Cinéma, oui. La gourmandise. La jeunesse. Oui. Bon, si c'était un goût, comment vous l'imagineriez? Dernière étape pour Belle Deschamps, avant de partir à la conquête des supermarchés, la parole est à un panel de consommatrices. Le questionnaire, qui s'apparente au jeu du portrait chinois, donne ici une réponse sans ambiguïté. Ce n'est pas cette étiquette qu'il faudra choisir. Insipide, à 0%, oui. Sans caractère, sans personnalité réelle. Sans personnalité. En toute petite quantité. En petite quantité. Un chewing-gum sans sucre. Un chewing-gum sans sucre. Un dessert aux canderelles. Bon, je vous en montre une autre. Si je compare par exemple à l'étiquette que je vous ai montrée tout à l'heure. Attentif à chaque mot, positif ou négatif, un peu tendu, le client et l'agence suivent ces discussions en circuit vidéo. Oubliant la caméra, les consommatrices n'hésitent pas à parler franchement.
On retrouve à chaque fois la simplification et le côté nature qui revient. Mais au bout du compte, cette franchise ne va-t-elle pas servir à nous manipuler? Si c'était une personne, comment vous la verriez, cette personne? Spontanée. Oui. Jeune. Fraîche. Oui. Lisse. Très douce. Beaucoup de charme. Bien entendu, on peut dire que nous manipulons le consommateur. Mais je ne crois pas que nous manipulons le consommateur. Je crois que nous révélons. Nous révélons des tendances, nous révélons ce qu'attend le consommateur, plus ou moins consciemment. Je n'ai jamais pu faire acheter un produit à un consommateur qui ne voulait pas l'acheter. Nous voilà rassurés. Finalement, c'est le consommateur qui garde le dernier mot. On a beau chercher à nous conditionner, il nous reste, et on nous le jure, la liberté d'acheter ou de ne pas acheter, même si c'est une liberté sous haute surveillance. Jean-Claude Alanic, bonsoir. Bonsoir Paul. Alors on vient de voir dans votre reportage des emballages somme toute un peu classiques. Et je crois que les emballages c'est un peu comme la mode. Alors quelles sont les nouvelles tendances? Alors il y a deux grandes tendances actuellement, les emballages transparents d'un côté, les emballages écologiques de l'autre. Alors je vais vous montrer quelques emballages transparents, mais d'abord celui-ci qui est une bouteille d'eau minérale. Là on a l'habitude de la transparence avec l'eau minérale. C'est une bouteille quand même qui est un petit peu particulière. On l'a achetée en Suisse. C'est une tentative de trouver une nouvelle forme de bouteille. Ça fait un peu hôpital. Hein. Ça ressemble un peu à une perfusion. Alors en fait, on teste cet emballage. Soit les consommateurs vont trouver ça vraiment très très bien, et puis on va trouver bientôt dans toute l'Europe ce type d'emballage. Soit ils vont dire non, non, ça nous plaît pas. Et à ce moment-là, ça repartira dans les cartons des concepteurs. Et on en trouve en France Pour l'instant, le test était uniquement en Suisse. Et on ne sait pas ce que l'avenir va nous réserver. Alors sur les produits transparents, c'est une mode qui nous vient du Japon. Vous voyez, ce sont des produits japonais. On aime bien les emballages en cellophane. On voit bien le produit. Là, ce sont des petits gâteaux. Parce que le consommateur peut voir ce qu'il va manger, c'est ça? Oui, en fait, c'est ça l'idée. C'est que les consommateurs se faisaient piéger. Ils avaient des beaux emballages très alléchants. Puis le produit à l'intérieur ne tenait pas les promesses des emballages. Alors les consommateurs, à un moment donné, se sont dit, si on voyait le produit, au moins on saurait ce qu'on achète. Alors ils savent qu'ils achètent des champignons séchés. C'est peut-être pas forcément appétissant. Bon, ça, c'est le goût des Japonais. C'est peut-être pas un goût français. Donc, vous voyez, ça, c'est des bonbons. Champignons, oui, il y a des bonbons, il y a des sucettes, il y a du thé, il y a des biscuits. Et puis, à partir du Japon, ça s'est répandu dans les autres pays occidentaux, en particulier aux États-Unis. Voici du Cristal Pepsi. Transparente avec un liquide transparent, c'est ça? Voilà, ouais. La bouteille est transparente, le liquide est transparent, c'est-à-dire sans colorant. Ça a le goût du cola, mais ça n'a pas la couleur du cola. Et ça a beaucoup de succès aux États-Unis. Et je pense que d'ici quelques bientôt mois, en France, on verra ce produit en France. Alors, plus cher ces produits transparents ou pas? Non, théoriquement d'ailleurs il devrait être moins cher puisqu'il y a moins de colorant dedans. Mais non, c'est le même prix, sauf que quand on fait un produit nouveau, quelquefois on cherche à gagner un petit peu sur les prix. Enfin, ça, c'est autre chose. Alors en France aussi, on s'est mis à la mode du transparent. On trouve maintenant des produits à vaisselle transparents, alors qu'avant c'était plutôt vert, jaune, le soleil, les pains, etc. On trouve des shampoings, on trouve des produits à bain. Enfin, c'est une mode. Alors, qui est due, comme on l'a vu tout à l'heure, au fait que le consommateur aime bien voir, et puis c'est dû aussi, nous disent les sociologues, à un aspect qui est plus politique, social, notamment au Japon. Il y a eu des affaires politiques, il y a eu des scandales de corruption, et les consommateurs, qui sont en même temps des citoyens, ont dit on veut la clarté, on veut la transparence. Bien, est-ce que tous ces produits, tous ces emballages transparents sont recyclables? Est-ce qu'on peut les jeter aussi facilement, enfin, en tout cas plus facilement que les autres? Pas forcément. Le fait qu'ils soient transparents ne joue pas sur le recyclage éventuellement. Ça dépend de la matière de cet emballage. Alors vous avez, par exemple, là, c'est du plastique PET, puisque aux États-Unis ou en Suisse, on utilise davantage le PET plutôt que le PVC en France, parce que le PVC français des bouteilles minérales classiques, par exemple. C'est quoi le PVC? C'est polychlorure de vinyle. Oui. Et le PET, c'est un autre plastique qui est considéré comme étant moins polluant par certains, notamment les Suisses. En France, il y a un débat, on n'est pas tout à fait de ce point de vue. Mais le problème du recyclage, c'est un problème important parce que vous savez que chaque année en France, par exemple, on est obligé de se débarrasser, une fois qu'on a consommé les produits, de 80 milliards d'emballages, ce qui représente 6 millions de tonnes. Alors c'est important de recycler ces produits pour notre santé, pour l'environnement. Et donc ça c'est un peu plus facile. Ça c'est un peu plus facile. Oui, ça se fait un peu plus facilement depuis quelques temps grâce à Eco-Emballage, à Adelph et l'investissement des industriels qui vont chercher à recycler leurs emballages. Alors Jean-Claude, venons-en maintenant aux emballages trompeurs, hein, parce que ça existe aussi. Hein. Oui.
Et vous avez de moins en moins, parce que les consommateurs ont su se défendre, mais ça existe encore quand même, notamment dans le secteur des cosmétiques. Là, il y a toujours un certain nombre de tendances. Alors, là, voici 3 produits de beauté pour femmes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Alors, vous voyez, donc 3 boîtes différentes. Ce qui est intéressant, c'est que celle-ci fait 15 millilitres de volume, enfin le produit. Ici, 40 millilitres, et là, 50. Donc, la plus grosse, c'est pas vraiment où il y a le plus de produits. Alors, pourquoi? Quand on regarde devant, c'est clair. Hein, là, il y a un faux fond en plastique. La bouteille a une forme un peu bizarre. Donc, cette bouteille ici est plus petite que ce flacon-là. Et c'est ce qu'on appelle un peu une certaine tromperie. Une publicité mensongère, non? On dirait fallacieuse. Ça tombe peut-être pas tout à fait sous le coup de la loi mensongère, mais fallacieuse. Alors Jean-Claude, vous êtes un des grands spécialistes de la consommation. D'après vous, est-ce que les Français aujourd'hui se laissent encore piéger, dupés par ce genre de produits ou d'emballage? Oui et non. Non, parce qu'ils sont de plus en plus conscients et on voit dans les supermarchés, les gens regardent attentivement le produit, les étiquettes, font très attention, oui. Ils sous-pèsent et puis ils font attention aussi au prix, au rapport poids-prix et qualité-prix. Mais oui, on se fait piéger. Et on aime se faire piéger et il faut qu'on se fasse piéger parce que c'est le plaisir, c'est la vie. On voit des belles choses quand dans le domaine des parfums, c'est le coup classique, les emballages sont hors de proportion, mais ça fait partie du plaisir. Il y a le parfum et il y a le flacon qui donne l'ivresse. Vous vous faites souvent piéger, vous? Oui, mais c'est pour des raisons professionnelles. Jean-Claude.